Alors, ce qui est important, à mon avis, politiquement, c'est que les gouvernements de Chavez ont voulu réduire la formidable dette éducative et sanitaire. Alors, d'aucuns diront que c'est du clientélisme, mais moi je serais heureux que Hollande, M. Hollande, fasse du clientélisme, achète ma voix, par exemple, parce que certains pensent qu'en soignant en mettant en place la mission de Mario Adentro, on va, évidemment, on améliore la santé, donc on va acheter des voix. Mais c'est absurde de raisonner en termes d'achat de voix. On voit bien effectivement que les bénéficiaires de ces programmes, ils ont une certaine reconnaissance, et ils ont raison, ils ont des raisons de craindre, comme le disait Jean-Jacques, que si l'opposition est au pouvoir, et malgré ses promesses, elles reviennent sur ces conquêtes sociales. Donc, éradiquer l'analphabétisme, c'est pas rien ça. Il n'y a aucun pays d'Amérique latine, à part les pays de l'ALBA, la Bolivie et la Venezuela, qui a éradiqué l'analphabétisme. Alors nous sommes tous, aucun d'entre nous ici n'est analphabète, mais on ne se rend pas compte de ce que ça représente. Et le Venezuela a été déclaré territoire libre d'analphabétisme par l'UNESCO, de même que la Bolivie, grâce à l'aide du Venezuela et de Cuba, de même que le Nicaragua, membre de l'ALBA. Alors évidemment, ça n'entre pas dans les bilans des sociétés, mais du moins des sociétés commerciales, et ça entre dans le bilan des sociétés tout court. Apprendre à lire, à écrire, former les gens qui n'ont pas eu la chance d'accéder au secondaire et au supérieur, établir les bases d'un système de santé qui ne marche pas à 100% bien, mais c'est pour le reste de l'Amérique latine, c'est extraordinaire. Il faut bien s'en rendre compte. Alors, il y a l'autre problème, et je crois que certaines interventions ont montré, de manière presque caricaturale, je crois, la bipolarisation. La comparaison avec certains personnages du passé, pour Chavez, je ne sais pas, c'est pas très sérieux. De même que vous qui vous vantez d'avoir participé à la grève insurrectionnelle, la grève pétrolière, la pétrolière de fin de 2002-2003, c'est pas nécessaire. Disons qu'il y a des moyens légaux d'éjecter Chavez du pouvoir, c'est ce qui a été fait sans succès par le référendum, mais paralyser le pays à partir de son entreprise centrale PDVSA pour exiger le départ de Chavez, ça ne me paraît pas de bon style démocratique. Pardon, c'est une grève générale. Il ne faut pas réformer les choses. C'est documentaire avant de dire. Non, mais je me suis documenté, je connais assez bien cette question. Pas de loin, que vous connaissez ça. Donc, il y a des recours. Je l'ai dit, je suis d'accord sur beaucoup de choses, mais de là à dire qu'il n'y a pas de liberté au Venezuela, allez voir ce qui se passe dans d'autres pays. Si vous êtes journaliste, par exemple, allez en Colombie, allez au Mexique, allez dans quelques pays. Vous verrez si c'est la même chose. Donc, c'est pas, j'ai dit, tout ne baigne pas, mais il y a quelque chose d'irréversible qui s'est fait, qui est une conscientisation des populations, une politisation. Pour moi, c'est un regain de civisme et qui est, lui, irréversible. Peut-être que l'opposition gagnera, je crois, si elle sait se réformer et s'engager sur un programme positif. Et dans les médias, l'apport du chavisme, ça a été de conscientiser une population. Vous disiez tout à l'heure, l'un d'entre vous disait, avant on produisait, on trouvait tout dans les supermarchés, oui, on produisait peut-être, mais il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas les moyens de se procurer la nourriture. Moi, je connais le Venezuela depuis la première année où j'y suis allé, c'était en 1971. Et j'ai dû y aller une centaine de fois dans ma vie au Venezuela. Vous voyez, j'ai des amis, je connais un petit peu quand même. Mais quand j'étais au Venezuela dans les années 70, j'étais avec des gens de mon milieu, c'est-à-dire des profs, des journalistes, des écrivains, des gens comme ça. Bon. Et il y avait une certaine démocratie qui régnait au Sénat, il y avait des élus communistes, d'anciens guerrilleros, etc. Mais il y avait quand même 70% des Vénézuéliens invisibles, qu'on ne voyait pas, et même les gens de gauche ne les voyaient pas. Ils ne les voyaient pas, ils n'existaient pas. Et le fait que
la totalité de la population vénézuélienne était réintégrée dans la nation, qu'elle ait recouvert sa dignité, c'est un acquis fantastique. Et je comprends le choc culturel que ça peut provoquer. C'est vrai, y compris pour... J'ai perdu beaucoup d'amis de gauche qui sont devenus anti-chavistes. Ils n'ont pas supporté. Un jour, je dînais avec Miguel Enrique Otero, directeur national, avec un autre journaliste. C'était en 2003. Et ils avaient publié un sondage dont ils ne comprenaient pas les résultats. Il y avait 3 questions, je crois. Première question, est-ce que ça va bien avec le gouvernement Chavez? Est-ce que vous êtes content? Non. Réponse majoritaire, non. Est-ce que vous pensez que la situation va s'améliorer? Réponse, non. Est-ce que vous allez voter Chavez? Réponse majoritaire, oui. Ça, c'est grave. Je ne comprenais pas. C'est pas compliqué du tout à comprendre. C'est que l'homme ne se nourrit pas que de pain et qu'ils avaient récupéré leur dignité. C'est ça qui les poussait à voter Chavez. Ils savaient que c'était en 2003, c'était 10 ans, c'était pas très différent la situation. Le régime était fragile, mais il y avait des problèmes, plus qu'aujourd'hui, beaucoup plus. Mais néanmoins, tout en n'étant pas très optimiste, ils veulent voter Chavez parce qu'ils avaient retrouvé la dignité. Et bien ça, c'est un acquis historique. Il y a beaucoup de problèmes, je vous le concède, mais ça restera. De ce que j'ai dit sur les leaders charismatiques, je ne pense pas du tout qu'un leader charismatique ce soit quelque chose de souhaitable et qu'il faille perpétuer. Mais dans cette sur le Venezuela comme sur d'autres choses, quand vous êtes en train d'étudier du point de vue des sciences sociales, moi je suis politologue, les systèmes politiques et les sociétés, il faut essayer aussi de comprendre et d'analyser les antécédents, le contexte. Alors vous êtes vénézuélienne, vous le connaissez. Vous savez bien quand même que cet héritage, il est lourd. La référence à Bolivar. Bolivar, c'est un chef militaire. En Amérique latine, les indépendances, elles ont été d'abord dirigées, conquises par les chefs militaires. Nous, Européens, aujourd'hui, en tous les cas, il y a beaucoup de choses que nous ne partageons pas. Mais il faut avoir un regard sur l'histoire, l'apprendre, y compris un petit peu de haut. Au XIXe siècle et même au XXe siècle, l'Amérique latine, telle qu'elle s'est construite, telle qu'elle a gagné ses indépendances, elle l'a faite y compris dans le cadre de la suprématie nord-américaine. Qu'ensuite de ça, vous ayez un certain nombre de déformations politiques et sociales dans les systèmes politiques et sociaux, c'est inévitable. Je ne vous dis pas du tout que c'est bien, je ne pense pas du tout que c'est bien, j'ai dit, je pense que les successions de ce genre de leaders, pour parler de Fidel Castro, sont compliquées, sont difficiles, et que d'autres traditions politiques sont souhaitables. Mais je comprends d'où on vient, où on en est, les progrès à un moment donné que ça peut représenter, et la difficulté de sauter des étapes en histoire. Notamment quand vous avez été sous l'hégémonie de la première puissance du monde. Je ne dis pas du tout, je crois que vous avez mal compris. Je prends une deuxième chose, deuxième élément. Ça fait 14 ans qu'il peut pouvoir, pas 22, mais 14. Il a été réélu de manière continuelle. Rappelez-vous, nous on a eu 2 septennats de 7 ans, on a eu une présidence François Mitterrand qui a duré 14 ans, et entre-temps, il y a eu un épisode de cohabitation, mais enfin, il n'a pas été réélu, il y avait etc. Alors, nos traditions ne sont pas les mêmes, notre histoire non plus. En plus, nous existons comme nation depuis 7 siècles. On rentre dans le 8e. C'est pas la même chose que d'avoir été 5 siècles sous domination espagnole, comme une colonie, puis ensuite néocolonie sous domination américaine, et pour la première fois d'émerger comme un pays autonome qui se proclame bolivarien, parce que ça veut dire qui se proclame indépendant. Alors après, est-ce que tout... Bon, dernière chose. Donc je trouve qu'il faut contextualiser, comme nous disons, les choses, et après, on peut équilibrer son jugement. On n'est pas non plus intervenu dans la discussion sur le détail. Moi, je voudrais juste vous dire 2 choses pour terminer.
vous dites, alors moi je ne sais pas, mais moi je dirais que l'essentiel de mes collègues universitaires à l'université de Caracas en tout cas, sont extrêmement critiques. Et dans l'ensemble, je ne suis pas sûre qu'il n'y en ait pas une bonne partie qui, pour une raison ou une autre, soit très ou hostile ou... Enfin, ils sont professeurs, ils sont enseignants à l'université. Et pourtant, je vous assure que par moments, les assemblées sont... moi, j'ai été à quelques-unes, sont extrêmement houleuses. Bon, il y a des gens qui disent peu ou prou la même chose que vous. Parmi les historiennes, si vous voyez à qui je fais allusion, ou parmi les politologues. La situation... Et dernière chose, bon, la situation sociale. Ah oui, mais quand on n'est pas du même côté non plus, son appui, bien sûr qu'il y a des problèmes, à mon avis, de corruption, de délinquance, d'insécurité, c'est aussi le problème des économies pétrolières. Alors, quand vous regardez le Mexique, je pense à ça, parce que l'histoire de Florence Cassez, ce qu'il y a autour, ça donne un peu une idée, mais d'accord, ça n'a pas été réglé en 14 ans. Il y a plein de raisons à ça, de bonnes, mauvaises, en tout cas, le fait est que c'est comme ça. La situation sociale, vous avez une masse de gens, sinon vous pensez que votre propre peuple sont des imbéciles ou des idiots. Pourquoi est-ce qu'ils votent pour lui? Avec un écart quand même très substantiel. Ben, ils votent pour lui parce que leur situation a totalement changé. Et ça a changé pour beaucoup de monde. C'est pour ça qu'il a la majorité aux élections. Donc je trouve que c'est autour de ça qu'il faut apprécier, réfléchir. Ancien chef d'entreprise, ayant des pieds en Amérique latine. Est-ce que je peux poser une question précise sur la situation actuelle en ce qui concerne le pronostic de la succession du président? Vous nous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait 19 partis d'opposition. Est-ce que parmi ces partis d'opposition, il y a, non pas, comme on dirait aux courses, on pourrait jouer placé, on pourrait jouer gagnant, est-ce qu'il y en a, parmi ces 19, au moins un qui est possible, et qui est possible naturellement, probablement, dans un style comparable à ceux que vous nous avez indiqués jusqu'à présent, c'est-à-dire un possible ayant du charisme et ayant une chance d'aboutir avec son charisme. Merci. Oui, je crois que c'est vraiment la question. Puisque avant de regagner la Havane le 9 décembre pour l'opération, sa 4e opération contre le cancer, il a, à 7h30 du soir, je trouve que je l'ai vu à la télé presque en direct, il a convoqué, il a mis en place un système qu'on appelle le cadena, les Vénézuéliens savent ce que c'est-à-dire c'est un système pas inventé par Chavez, qui existait avant, disons en France. Donc, du côté du chavisme, c'est clair, c'est le candidat sera Nicolas, s'il doit y avoir un jour un candidat, quand il y aura un candidat, ce sera Nicolas Maduro. Quant à l'opposition, elle a eu un candidat qui a fait une bonne campagne, qui s'appelle Capriles, Enrique Capriles, qui a néanmoins perdu face à Chavez. Il a fait 44%, Chavez a fait presque 56%, et qui a été réélu gouverneur de l'État de Miranda lors des élections dont Jean-Jacques a parlé, des élections régionales qui ont lieu après que Chavez soit revenu à la Havane. Donc Capriles a eu un comportement que j'ai jugé intelligent, disons un peu d'un homme d'État, ne tombant pas dans les travers grotesques de certains opposants, et reconnaissant sa défaite, reconnaissant que le scrutin avait été honnête, et se positionnant pour l'avenir. Capriles, d'ailleurs, a été coaché par beaucoup de consultants brésiliens, américains, etc. On sent que c'est l'homme sur lequel l'opposition et une bonne partie des forces extérieures misent pour l'avenir. Mais rien ne garantit que Capriles, s'il devait y avoir une élection à la présidence consécutive à une incapacité de Chavez, rien ne garantit aujourd'hui que l'opposition, qui est archi-divisée, et où il y a pas mal d'ambitions, le nommerait à nouveau comme candidat.